Symbole de liberté, de sagesse ou prédatrices incomprises, les orques nous fascinent, nous intriguent, nous effraient. Pour les Premières Nations de la côte ouest américaine, ces animaux étaient sacrés. Mais en Occident, au contraire, l'orque était perçu comme un monstre marin. Injustement qualifiées de baleines tueuses, ces reines de l'océan, à la robe noire et blanche, nourrissent bien des fantasmes. Alors que des articles sur des bateaux attaqués par des orques se multiplient, comme au large du Portugal ou à Gibraltar par exemple, comment déconstruire nos préjugés sur ces géantes des mers ? Pour tenter de mieux les comprendre, je suis partie à la rencontre de Pierre-Robert Delatour, comportementaliste et auteur du livre « Frères des orques, plonger avec les orques libres ». En tant que plongeur de sécurité à bord de la compagnie Orca Norway, il étudie les orques dans leur milieu naturel, au cœur des fjords norvégiens. Grâce à ses recherches et à ses observations, Pierre-Robert Delatour a mis au point une technique d'approche non invasive, aujourd'hui reconnue. Avec plus de 8000 plongées au compteur, certaines interactions restent gravées dans sa mémoire. Je rencontre le comportementaliste à Mont-de-Marsan, dans les Landes, son département d'origine. La terrasse du café où nous nous trouvons est baignée par les rayons du soleil. Mais bientôt, Pierre-Robert Delatour quittera la chaleur du sud pour des températures beaucoup plus faibles, au nord de la Norvège. Rencontre avec le frère des orques. Pour commencer, est-ce que vous pouvez me décrire une journée type? Comment vous faites? Comment ça marche? Vous accueillez un groupe et là, c'est parti, vous allez en mer à la recherche des orques de Norvège. Alors quand notre bateau quitte le quai le matin, puisqu'on va à quai tous les soirs, ou à l'ancre d'ailleurs, dans une baie, en fait, pendant le séjour, pendant 3 mois, on ne pense qu'aux orques. Le matin, on se lève, on pense aux orques, on cherche les orques, on les trouve, on plonge avec, on mange, on pense aux orques, on dort, on pense aux orques. Ça nous occupe à 100%. En fait, il y a plus de 2000 orques dans le nord de la Norvège qui rentrent dans des fjords parfois très étroits. Et malgré ça, c'est assez difficile de les trouver. Et ce qui rend les choses compliquées aussi, c'est qu'on veut les trouver dans des endroits un petit peu isolés, un petit peu loin des autres opérateurs, parce que moins il y a de bateaux, plus les interactions sont intéressantes. Le nombre de bateaux perturbe un petit peu les orques. Donc voilà, il faut qu'on soit complètement dédié. Il n'y a pas véritablement de journée type, mais on va dire que le matin, quand on se lève, le bateau appareille, on va chercher les orques en fonction de notre expérience, en fonction de la météo. Il faut que ce soit dans un endroit qui soit un petit peu à l'abri du vent, parce qu'on ne peut pas aller mettre des gens à l'eau dans des endroits qui sont exposés. Les conditions météo font tout, en fonction de la migration du hareng aussi, en fonction des informations que l'on a de la veille, en fonction de notre expérience, tout ça, on mélange tout ça, on quadrille la zone. Une fois qu'on a trouvé les orques, on les observe, on essaye de regarder un petit peu ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont en train de manger, est-ce qu'ils sont en train de se déplacer, est-ce qu'ils sont en train de se reposer, est-ce qu'ils sont en train de jouer. Donc on essaie de déterminer le comportement des orques. Si les conditions sont bonnes et si le comportement nous indique que les orques sont tolérants avec nous, on transfère les passagers sur une barge en aluminium ou sur un bateau semi-rigide et on essaie de les approcher avec des approches spécifiques qui tiennent compte effectivement de leur comportement. On ne force jamais les interactions, on attend toujours que ce soit les orques qui viennent au bateau, on met les passagers à l'eau, je vais avec eux à l'eau, je surveille un petit peu que les opérations se passent bien, j'essaie de déterminer s'il y a des gens qui ont besoin d'aide ou pas. Au passage, j'essaie de filmer un petit peu les interactions, ce qui alimente ma banque de données. Après, donc, quand les orques sont partis, parce que ce sont toujours les orques qui partent en premier, on ramène les passagers sur le bateau. Les jours sont très courts en Norvège, donc des fois l'opération peut durer en début de saison pendant 4 heures. Souvent, avec la durée du jour et le froid, il faut que notre fenêtre se calcule, on va dire en décembre, sur 3/4 d'heure, 1 heure maximum. Donc ça complique énormément la tâche et au bout d'1 heure, effectivement, on rentre au bateau de base et puis tout le monde se réchauffe, on prend le lunch, on va visiter ce qu'il y a à visiter si on est à quai. Je donne une conférence par jour à mes passagers où je partage toutes mes connaissances sur les approches. J'ai 6 conférences que je donne sur les séjours de 6 jours et sur le bateau et après on va dormir, on rêve d'orques et puis le lendemain matin on repart à l'eau pour une autre journée. Mais voilà, ça nous occupe à 100%. D'accord. Et juste les orques de Norvège, elles viennent d'où à la base? De Norvège. De Norvège. Ouais, vous savez, les orques, ils se sont implantés un peu partout dans le monde et ils se sont spécialisés en fonction de la proie qu'ils trouvent en fait. Majoritairement, alors des fois ils sont monoproies, comme en Colombie-Britannique où les résidents du sud et du nord d'ailleurs ne mangent que du saumon royal, que les king salmon, ne mangent même pas les autres sortes de saumon. Et en Norvège, où vous avez sur les 2000 individus, vous avez des familles qui ne mangent que du hareng, des familles qui ne mangent que des phoques. Et entre les deux, vous avez un gradient où la plupart des familles mangent à la fois des harengs en hiver et des phoques le reste du temps. Dans votre livre, Frères
des orques, vous parlez de civilisation. Une civilisation, selon moi, c'est caractérisé par des actes sociaux qui ne sont pas forcément liés à que de l'instinct ou de la génétique. On peut vraiment parler de civilisation pour les orques, en tout cas les orques de Norvège, celles que vous étudiez, et peut-être plus largement pour toutes les orques? Oui, on peut étendre largement à toutes les orques tout autour de la planète. Maintenant, on a suffisamment de données, suffisamment d'équipes de scientifiques qui travaillent sur ces orques-là pour avoir des informations, des observations qui nous font penser à ce que les orques sont une civilisation, que j'étendrai les cétacés en général. Les cétacés sont une civilisation. Les orques ont une place particulière dans la chaîne alimentaire, ils sont en bout de chaîne alimentaire, ce sont les prédateurs apex de tous les écosystèmes océaniques où ils sont présents. Ils ont eux-mêmes aucun prédateur, ce qui me fait penser que c'est une civilisation océanique lumineuse et qu'elle dispose de savoirs auxquels nous n'avons pas accès. C'est tous ces moments passés avec elle. Ce sont des choses que l'on perçoit instinctivement plus qu'on ne les explique scientifiquement. Mais on va dire que si vous restez sur le pont du bateau et que vous vous contentez d'observations depuis le pont du bateau, vous vous privez d'une partie importante de ces informations. C'est un petit message que j'adresse à certains biologistes marins qui effectivement restent très loin des orques et qui se privent de certaines observations. L'approche sous-marine, comme d'autres moyens, et je pense notamment aux images de drones, apporte énormément d'informations nouvelles et qui peuvent être exploitées scientifiquement. Parmi ces informations, effectivement, il y a la manière dont ils interagissent entre eux, la manière dont ils interagissent avec nous, toutes ces observations d'éléments comme ça, quand on les voit jouer entre eux, quand on les voit partager leur savoir, quand on les voit jouer avec des objets, par exemple. J'ai récemment lu un article scientifique qui a été fait par Jared Tower, qui est un excellent biologiste marin, et Vanessa Prigo, que j'ai rencontré au Mexique il y a 3 ans de ça, qui ont fait un travail remarquable pour s'administrer mutuellement des massages, comme ça, en utilisant des algues, en se roulant les uns sur les autres, avec une algue, un morceau végétal, comme ça, donc en utilisant un outil. Ça indique véritablement, je veux dire, un très haut niveau de pensée, de compréhension, d'analyse. C'est un exemple, il y a plein d'autres. Une chose aussi qui m'interpelle, c'est que malgré notre technologie et notre science, nous n'avons toujours pas été capables de décrypter le langage. Nous savons juste que c'est un langage qui est extrêmement sophistiqué, très complexe, que l'utilisation des sons dans lesquels ils baignent littéralement, puisque le son dans l'eau a véritablement une autre dimension physique, m'amène à penser qu'ils ont transmis ces savoirs de génération en génération depuis des millions d'années, que ça a atteint un très haut niveau de compréhension et de savoir. Ces savoirs-là, nous n'y avons pas accès. Nous ne comprenons pas leur langage. Et nous savons juste que c'est un langage extrêmement sophistiqué. Donc vous avez d'un côté un langage qui est extrêmement sophistiqué, d'un autre côté nous, avec notre cerveau, notre intelligence, qui ne sommes toujours pas capables de décrypter ce langage. Juste cet état de fait-là nous indique, devrait nous alarmer sur le très haut niveau de communication et d'échange dont sont capables les orques et les autres cétacés d'une manière générale. Je dirais ceci, c'est que quand on parle d'expertise, de biologie marine, de comportementaliste aujourd'hui, nous sommes véritablement tout en bas de l'échelle de la connaissance. En fait, nous ne savons quasiment rien. On pense savoir, mais on ne sait pas. Tout est devant nous, en fait. Et toutes les choses que l'on croit savoir aujourd'hui, que l'on croit maîtriser parce qu'on utilise des méthodologies scientifiques, vont s'avérer fausses dans un futur assez proche d'ailleurs. Je pense que pour la compréhension du langage, l'utilisation de l'intelligence artificielle va très probablement nous faire de gros progrès. Et je pense que le jour où on sera capable de décrypter le langage des cétacés, espèce par espèce, 2, d'être capable de rentrer en communication, donc de créer des outils pour communiquer, donc pour parler, pour comprendre ce qu'ils disent et pour aussi échanger avec eux, on s'apercevra que ces créatures disposent de savoirs auxquels nous n'avons pas idée, dans bien des domaines que nous ne soupçonnons pas, et nous serons très très surpris. C'est quelque chose que je perçois aujourd'hui, c'est quelque chose que je perçois de plus en plus, c'est quelque chose que je pressentais de manière instinctive dès mes premières approches avec les orques, dès les premières fois où j'ai croisé leur regard sous l'eau, une espèce de choc émotionnel comme ça, qui me donnait le sentiment qu'ils étaient capables de manipuler nos propres émotions par un moyen que je ne comprenais pas, qui aujourd'hui est clairement le son, la vibration. C'est quelque chose qui est encore un domaine dans lequel notre connaissance balbutie et dans lequel les orques et les cétacés, eux, baignent depuis de très nombreuses années, de millions d'années, et qu'ils ont affiné au point d'utiliser les sons de manière quasiment parfaite pour bien d'autres choses que pour la communication, pour la chasse, pour l'écolocalisation, pour probablement aussi se soigner. Pas simplement avec des algues, mais aussi se soigner avec des sons. Utiliser la vibration que nous on utilise
depuis très longtemps, comme les bols tibétains, et les chants mongols qui ont des effets sur ces vibrations-là, on sait que ça a des effets sur l'organisme. La musicothérapie est aussi quelque chose de naissant, mais qui va être amené à se développer. Et moi, je mettrai mon ticket que vous verrez que bientôt on se soignera avec le son des cétacés et qu'on s'apercevra des effets bénéfiques de ce que je nomme aujourd'hui une civilisation océanique lumineuse. On pourrait se soigner grâce au chant des orques. Est-ce que vous pensez que la civilisation des orques, elle serait semblable à la nôtre? Alors c'est extrêmement différent. La civilisation que moi je décris chez les orques, c'est quelque chose qui est extrêmement différent. Nous n'avons pas les mêmes besoins. Nous n'avons pas la même manière d'utiliser les outils. Nous, sans nos outils, nous ne sommes rien. Rien d'autre qu'un grand singe extrêmement fragile, et il y aurait très très peu d'humains si on n'avait pas appris cette utilisation des outils aujourd'hui qui nous transportent, qui nous abritent, qui nous soignent, qui nous protègent des prédateurs, qui nous protègent des maladies, qui nous protègent de tout. L'être humain est quelque chose de très très fragile. S'il était en prise directe avec la nature, les orques, eux, ils ont ces connaissances-là. Ils se soignent, mais c'est un petit peu à la périphérie. Ils ont des mains qui sont enfermées dans des palettes. Ils ne peuvent pas créer des outils, ils ne peuvent pas utiliser les mains pour créer des outils. Donc, c'est quelque chose qui reste à la périphérie. Mais malgré tout, ils ont cette connaissance qui leur permet d'évoluer dans leur environnement et d'être ce qu'ils sont, à savoir les prédateurs apex. Ce que l'on constate, c'est qu'ils ont des sociétés extrêmement fermées, avec une sociologie qui est quasiment parfaite, très peu de conflits entre eux, très peu de comportements agressifs gratuits. Quand je dis très peu, c'est exceptionnel. Et malgré ça, ils sont capables de pourchasser, de mettre à mort et de consommer toutes les autres créatures marines. Donc c'est quelque chose qui interpelle aussi, parce que ça décrit, on a parlé du niveau d'intelligence des orques, on a parlé du niveau de connaissance, mais cet état de fait parle aussi du niveau de conscience de soi et des autres. Et le fait qu'ils soient motivés par la prédation, mais qu'en dehors des actes de prédation, il n'y a pas de violence gratuite, ça parle véritablement d'un niveau de conscience et aussi presque de valeur. C'est ce qui me fait penser à moi aujourd'hui que la science peut expliquer une partie du comportement des orques, mais ne doit pas devenir l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se couper de toutes les autres visions, notamment l'observation, mais aussi peut-être la philosophie, peut-être aussi la musique, peut-être aussi la spiritualité, qui peut nous aider à comprendre, parce que plus on aura d'angles différents pour observer ce que sont les orques, plus on aura une image complète de ce qu'ils sont vraiment. Et vouloir restreindre ça à juste la science, rien voir d'autre autour des protocoles scientifiques, pour moi c'est se priver aussi d'angles de vision qui apporteront des éléments à cette image que l'on doit avoir et qui doit être la plus complète possible. Sinon, il va falloir plus que des décennies pour que l'on comprenne véritablement ce qu'ils sont. Une civilisation océanique lumineuse, encore une fois. Pourquoi lumineuse ? Par leur savoir, parce que je soupçonne de très grands savoirs. Le jour où on comprendra ce qu'ils disent, on pourra échanger, et là, on aura accès à ces savoirs. Il faut parler d'IA. L'IA peut aider justement à... Oui, je pense que nous sommes limités par notre cerveau. Il suffit de regarder à quoi ressemble un cerveau humain et à quoi ressemble le cerveau d'un orque pour comprendre que notre cerveau nous limite. De la même manière que le cerveau du singe ou le cerveau du chien le limite dans sa compréhension du langage de l'homme, un chien va vous regarder parler, si vous parlez, mais si vous parlez avec des phrases, si vous récitez un poème, il va vous regarder, il sait que vous parlez, il va peut-être capter un ou deux mots comme ça qu'il connaît, mais globalement il ne va pas comprendre le sens de ce que vous dites, parce qu'il est limité par son cerveau. Et je pense que notre cerveau nous limite pour comprendre le langage des orques, avec la même différence. Un orque a un cerveau qui est 4 fois plus gros que le cerveau de l'homme. Un orque a un indice de Giry qui est 3 fois supérieur au cerveau de l'homme. Ça veut dire, en un mot, pour parler clairement, qu'ils ont 12 fois plus de matière grise que le cerveau humain. 12 fois plus de matière grise. Ça donne une potentialité auquel on n'a pas idée. Rencontre avec le frère des orques. Ces animaux, cette civilisation lumineuse nous donne de temps en temps accès. Donc c'est ce que vous faites en nageant avec elle, en plongeant avec elle. Et vous parlez d'interaction. Ce n'est pas nous qui commençons l'interaction. Vous attendez toujours que ça vienne des orques en premier. Pourquoi ? Ce que nous faisons quand nous interagissons avec les orques, c'est que l'on se met en cette situation d'être approché. On ne tente pas d'approche directe. On utilise ces fenêtres-là et on leur laisse la chance de décider s'ils souhaitent venir nous observer par curiosité ou par désir d'échanger des moments sociaux.
Quand ils chassent, et j'ai observé que quand ils chassent, ils ne prêtent absolument pas cas à la présence d'humains, ils sont concentrés à 200% sur ce qu'ils font. Et ils ne font pas attention à nous. Ils nous passent à 1 mètre, ils ne nous regardent même pas en fait. Comme s'ils nous considéraient comme des méduses flottant à la surface. Mais on ne peut pas véritablement parler d'interaction dans la mesure où on va se mettre une situation où ils sont tolérants et ils tolèrent qu'on les regarde faire. Quand ils voyagent ou quand ils sont en phase sociale, là on peut véritablement parler d'interaction et donc il faut se mettre en situation d'être approché. Ça c'est l'observation pure et dure qui fait qu'au fil des années, quand on veut réussir les interactions et qu'on veut avoir les meilleures interactions, on tente un petit peu tout et on arrive très vite à déterminer que quand on cherche à forcer l'interaction, c'est contre-productif, ils plongent, ils s'éloignent et ils ressortent si loin qu'on ne peut même pas savoir à quel endroit ils ressortent. Ah, on ne peut pas prédire en fait. Non, c'est-à-dire que quand ils ont descendu à cet endroit, ils peuvent ressortir à n'importe quel endroit. Si c'est 1,5 km autour, on ne les voit pas sortir. Donc là, ça fait qu'effectivement, quand on reçoit ce genre de punition 2 fois, 3 fois, 4 fois, on dit bon, ok, on a compris, maintenant on arrête. Ce qu'on veut, c'est des vraies interactions. Donc, quitte à attendre un petit peu, quitte à ne pas plonger, on va être patient et on va attendre qu'eux le désirent. Parce que quand eux, ils le souhaitent, les interactions sont de bien meilleure qualité. Donc, notre expérience est faite comme ça. Ça ne s'est pas fait, je veux dire, en sortant ses connaissances du chapeau. Ça s'est fait, les Anglais disent learning by doing, c'est on fait, on essaye, on teste, ça marche, c'est bien, ça marche pas, on change, on s'adapte, on corrige et c'est comme ça que sont nées les approches respectueuses avec des angles bien définis. Après j'ai travaillé sur la théorie de la proxémie de Edward Hall qui définit autour d'un groupe ou autour des individus des différentes zones, donc la zone intime très près chez les humains, après au-delà il y a la zone personnelle, la zone sociale et la zone publique avec des frontières qui sont invisibles, imperceptibles, mais chaque fois qu'on tente de les traverser, on crée un stimulus et donc on crée chez l'animal une réaction. On provoque une réaction et en fonction de la qualité du stimulus, si le stimulus il est sympa, donc on a probablement une interaction. Si le stimulus n'est pas agréable, on a, je veux dire, une esquive ou une fuite ou avec d'autres espèces, ça peut être aussi un comportement agressif. Mais comme les orques ne sont pas agressifs, donc généralement quand ils sont dérangés, ils s'en vont et ils nous laissent au milieu de l'océan sans aucune autre chance de les approcher. On en parlait tout à l'heure, avant que mon micro soit ouvert, la différence entre un requin et une orque. On dit qu'il n'y a pas eu d'attaque d'orques sur les humains, et vous dites pour l'instant. Pourquoi ? Oui, alors on va parler un petit peu des requins. Je ne suis pas un spécialiste des requins, mais je connais bien les poissons et le requin peut attaquer de manière pulsionnelle. Si le requin a moyennement faim, on va dire, et je veux dire, si vous flottez à la surface, ce sont des images qui ont été réalisées par Ocean Ramsey, qui est une spécialiste hawaïenne, et Juan Oliphant, son mari, spécialiste des requins, qui fait des programmes éducatifs, pédagogiques, comment se comporter face à un requin, qui sont très intéressants. On voit clairement que quand vous flottez à la surface avec un requin, normalement, il n'attaque pas. Ou alors, il faut qu'il soit véritablement affamé. Mais que si vous nagez vite devant lui et que vous faites des splashs à la surface, des choses comme ça, ça peut déclencher un réflexe de prédation parce que le requin, comme les poissons, sont conditionnés pour ça et certaines situations font que ça peut déclencher un réflexe de prédation. C'est un prédateur pulsionnel par réflexe. L'orque est absolument différent. L'orque n'est pas un prédateur pulsionnel. L'orque a besoin d'analyser en groupe, a besoin de tester, a besoin de comprendre et le comportement de la proie, de l'anticiper, toutes les réactions de manière à ne laisser aucune chance, mais aussi à faire en sorte que la prédation soit sûre, qu'il n'y ait pas un individu du groupe qui soit blessé. Moi, ma théorie, c'est encore une théorie, mais en tant que comportementaliste, j'y crois assez fort, c'est qu'il n'y a jamais eu d'attaque répertoriée officielle. Peut-être aussi parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de situations où l'orque est accoutumé à la présence de l'homme, même si maintenant c'est un petit peu le cas. Mais que si un jour ça arrive, si ça leur passe par la tête, il y aura des phases test avant. Et que justement, c'est un des rôles de mon métier de plongeur de sécurité, c'est d'avoir cette connaissance de ce qui est normal d'observer sous l'eau, quel est le comportement normal de l'orque, qui fait partie de la curiosité ou de la sociologie, et qu'est-ce qui pourrait être interprété comme une phase test, qui fait qu'on serait testé en fonction de différents paramètres. Et effectivement, si j'ai le sentiment que ça peut être quelque chose comme ça, si c'est pas quelque chose qui est usuel, c'est de pouvoir faire remonter tous les passagers au bateau, parce que je sais que l'attaque, elle sera pas brutale, elle sera pas déclenchée dans la seconde, il faudra un certain temps, donc ça nous permettra de remonter sur le bateau et de mettre tout le monde à l'abri. Je préfère faire remonter 10 fois les passagers sur le bateau pour rien, plutôt que de les laisser une fois où éventuellement ça pourrait aboutir à, je veux dire, ce qui pourrait être une première attaque. Je veux dire, si on prend le pendant par exemple à ce qui est en train de se passer dans le détroit de Gibraltar où des groupes d'orques maintenant cassent régulièrement les safrans des bateaux à voile, il y a 30 ans de ça, ça n'arrivait pas. Et c'est arrivé pour des raisons qu'on ignore où ça s'est installé comme ça. Alors on va être bien clair, ils jouent avec le safran, ils le cassent, mais
quand le bateau coule et que les passagers sont en train de flotter à la surface, ils s'en vont, ils ne sont pas intéressés par les passagers. Mais on peut envisager effectivement que c'est un processus qui a mis de très nombreuses années, qu'il y a eu des phase tests qui sont venus, ils ont observé, puis à un moment donné, la curiosité a fait qu'ils ont essayé et ils ont pris cette habitude. Si on transpose ce comportement-là avec le fait qu'il pourrait s'en prendre aux humains, on pourrait envisager la même chose en Norvège, comme il y a pas mal de passagers qui sont maintenant à l'eau. Et je pense que c'est important qu'il y ait une personne de l'équipe, comme ça, professionnelle, qui puisse anticiper ce moment-là par une connaissance comportementale des orques, de manière à mettre à l'abri les passagers sur le bateau. Pour finir, je vais dire que ça m'est arrivé 5 fois en tout en 27 ans. Ça m'est arrivé 2 fois en 26 ans, et l'année dernière, ça m'est arrivé 3 fois. Alors, ça s'est accéléré. 3 fois avec le même groupe d'orques. Alors effectivement, c'est quelque chose qui peut interpeller, c'est quelque chose sur lequel je vais être vigilant cette année. C'est une information que j'ai disséminée au sein des autres équipes sur notre flotte. Restez vigilants et regardez quel est le comportement des orques, s'il peut avoir un comportement qui s'apparente à un test, c'est-à-dire venir sur l'œil droit avec de la vitesse, très près, pour tester nos réactions. Si c'est 2 fois, 3 fois de suite, mes interactions sont classifiées de 1 à 5. Si c'est 3 fois de suite, niveau 4 ou 5, on remet tout le monde au bateau. D'accord. Et il m'est arrivé effectivement l'année dernière de devoir faire ça avec un groupe et pendant 2-3 jours de les voir presque timides avec nous. Et le 4e jour de recommencer. Donc c'est quelque chose sur lequel nous sommes vigilants. Moi ce que je veux c'est que les passagers puissent rentrer le vendredi soir avec des bons souvenirs et qu'on évite quelque chose qu'on ne veut pas avoir à vivre. Et si un jour j'ai le sentiment que quelque chose est en train de se généraliser, on arrêtera. C'est quelque chose, on est clair dans la compagnie, c'est-à-dire qu'on n'attendra pas qu'il y ait un accident. Ça peut toujours arriver un accident, mais on n'attendra pas qu'il y ait un accident. S'il y a des signes qui nous montrent que là ils sont véritablement en train de nous tester sur la durée, ça voudrait dire qu'à un moment donné il y aura un passage à l'acte. Et là, on aura arrêté avant. C'est-à-dire qu'on fera du whale watching, mais on ne mettra plus personne à l'eau. Si on ne parle plus d'accidents, mais de belles interactions de niveau plus bas, plutôt, dans votre échelle, est-ce que vous pouvez me parler de celle que vous avez surnommée la sirène ? Ah, Leilani. C'est une jeune femelle qui a eu un comportement un petit peu atypique en fait, c'est que, je veux dire, ces comportements de test que j'ai décrits comme ça, sur lesquels je suis vigilant, elle en a eu un, mais sauf qu'elle est venue sur l'œil gauche. Et donc c'était avec de la vitesse, l'angle était bon, mais avec plus de vitesse, comme ça, elle est venue tourner autour de moi, donc il s'est passé quelque chose au niveau, peut-être hormonal, je sais pas comment le dire, mais elle avait l'air un petit peu excitée, la jeune fille. C'est toujours très fort quand vous pouvez apercevoir quand l'orque est suffisamment près, quand vous voyez leur regard, quand vous pouvez planter votre regard dans le leur. Et c'est quelque chose qui a été très fort, très très fort. Et elle avait ce comportement de venir à l'arrière du bateau, et même quand elle reconnaissait le son du bateau, elle venait à l'arrière avant d'avoir accès à la marque qu'elle a sur le côté gauche, sur le flanc gauche, comme ça, qui est caractéristique. Rien qu'avec le comportement, les années après, je savais que c'était elle. Elle vient de me mettre à l'eau, je savais. Et là ouais, l'excitation monte d'un cran, et après voilà, je sais qu'on va passer un bon moment quand on rencontre ces orques qui sont identifiés, mais là encore c'était du social, on va dire. Tout à l'heure vous avez parlé de philosophie mais aussi d'émotion, et les orques sont conscientes d'elles-mêmes, on peut dire ça, et elles peuvent être tristes aussi. Alors les orques sont conscientes d'eux-mêmes, je pense que ça a été démontré par des travaux en captivité, notamment face à des miroirs. Les dauphins, on le sait, ils sont capables d'émotions. Je dirais même que les émotions sont amplifiées chez les orques. Très certainement expliqué par le fait qu'ils ont un cerveau émotionnel, ils ont des lobes que nous n'avons pas, beaucoup plus développés dans le cerveau droit, donc qui est responsable des émotions. Ça a été mis en évidence par les travaux de Laurie Marino, qui est une neurobiologiste, qui a décrit ça, je veux dire l'anatomie du cerveau de l'orque. Capable de tristesse, oui, ça on en est sûr. La manière dont ils font le deuil de leur nouveau-né est quelque chose qui interpelle. On a vu plusieurs fois en Colombie-Britannique, ça a été observé par mon ami Yvan, le croate, aussi plongeur de sécurité, qui a documenté ça d'une femelle orque qui poussait le cadavre de son bébé mort-né pendant plusieurs jours. On se souvient de cette orque qui a poussé le cadavre de son bébé mort-né pendant, on va dire, 17 jours en Colombie-Britannique avant d'en faire le deuil. Quand on voit les images de capture d'orques, quand vous avez dans ces filets la maman et le bébé qu'on est en train de se séparer, quand vous voyez les réactions de la maman aussi, on voit une grande tristesse. Et ce qui est curieux, c'est qu'ils sont capables d'une grande tristesse, une grande souffrance au moment où on se sépare, parce qu'ils ont des liens sociaux extrêmement forts entre mère et fils ou fille. Donc quand on les sépare, c'est un déchirement. Et malgré ça, ils ne sont pas capables de violence, quoi. C'est-à-dire qu'ils pourraient aisément prendre les soigneurs et les taille-slapper 40 mètres au-dessus du niveau de la mer. En dehors de l'action de prédation qui peut être extrêmement brutale, ils n'ont pas cette capacité à la brutalité, à la violence que nous avons en fait. Nous avons, ouais. Oui, c'est ce que les dauphins ont, on va dire que d'autres espèces de cétacés ont, mais l'orque, c'est quelque chose qui est vraiment
beaucoup plus aboutie. Est-ce que c'est grâce à ça qu'ils sont prédateurs apex? Est-ce que c'est à cause de ça qu'ils sont prédateurs apex? Est-ce que c'est la cause ou la conséquence? C'est difficile à dire, mais en tout cas, c'est une chose est sûre, c'est que quand on les rencontre au niveau individuel, on ressent certaines choses, mais quand on les observe et quand on observe leur interaction sur la durée, que ce soit depuis le pont du bateau avec les drones ou les interactions sous-marines, on a la perception de quelque chose qui est assez presque parfait, presque d'abouti. Et c'est pour ça aussi qu'ils ouvrent très très rarement leur groupe social à des interactions annexes. Vous ne verrez jamais un dauphin nager avec les orques, vous ne verrez jamais une baleine, très peu avec les orques. Par contre, vous pouvez voir des dauphins avec les baleines à bosse, une baleine à bosse avec des dauphins. Il y a vraiment les autres cétacés ont des sociétés beaucoup plus ouvertes. L'orque, c'est quelque chose de beaucoup plus fermé en fait. Et comment on peut l'expliquer ça? Je sais pas. Rester pareil. Encore un des mystères qui. Je sais pas. Je sais pas l'expliquer, mais c'est un constat que je fais. Est-ce que vous avez aussi vu des actes de solidarité avec les orques de Norvège? Alors quand le fait que les familles soient très fermées, il y a aussi quelques exceptions, mais ces exceptions, elles ne concernent que d'autres orques. Il y a eu une orque qu'on a pu observer il y a quelques années de ça, que j'ai pas vu depuis très longtemps, qui a été appelée Stumpy par Heike Wester, qui était un orque handicapé. Et le dos avait été cassé, on ne sait pas si c'est un problème de naissance ou si c'est une hélice de bateau qui lui a fait ça. L'aileron a été mâché, il n'y avait plus que la moitié de l'aileron, c'était un jeune mâle qui ne pouvait pas plonger. Il pouvait nager, mais il ne pouvait pas plonger, et il nageait plus lentement que les autres. Et on a aperçu cet orque. On l'a aperçu avec 4 groupes différents en fait. Et à chaque fois, quand Stumpy était dans le groupe, les mâles étaient autour de Stumpy, en fait, le protégeaient. Et même quand les groupes étaient réputés pour être, on va dire, friendly avec nous, pour être tolérants, ils nous empêchaient carrément de nous mettre à l'eau avec Stumpy. Il laissait toujours Stumpy très loin. On n'a jamais pu voir Stumpy sous l'eau. Il le protégeait en fait. Il le protégeait, il l'éloignait de nous. Et il y a Heike Wester qui, une fois, en été, elle a vu, il était avec un groupe, elle a vu une des femelles qui a chassé un saumon. Et elle a filmé la femelle en train de donner le saumon à Stumpy. Comme ça, parce que Stumpy ne pouvait pas descendre encore une fois. Donc il y a de temps en temps des actes de solidarité. Alors dans le groupe c'est 100%, mais à l'extérieur du groupe c'est assez rare et voire même exceptionnel. Mais ça arrive. Et dans le groupe, donc on parlait de pod, c'est 100%. C'est donc dans les mêmes pods d'orques, c'est 100% de solidarité. Ça veut dire s'il y a une orque qui se blesse dans ce groupe-là, ils vont l'attendre quoi qu'il arrive. Oui, on a vu de temps en temps pas forcément des animaux blessés, mais des animaux qui étaient vieux, mourants, ils étaient amaigris, ils venaient respirer plus souvent à la surface. Quand on s'approchait, il n'y avait pas forcément une très bonne odeur de l'évent, et en général, c'est pareil, ils ne nous laissent pas approcher de ces animaux-là. Quand ce sont des mâles, ils ont l'aileron recourbé en général, ce qui est un signe. Ah oui. Il y en a très peu, mais quand ils sont mourants, on voit que l'aileron s'affaisse. Donc on n'arrive pas à s'approcher de ces animaux parce que le groupe le maintient à l'écart. Et maintenant on n'essaye même pas d'ailleurs, et ils l'attendent en fait. L'animal il nage moins vite, il respire plus souvent, donc vous avez le groupe qui l'attend, mais bon, il le déplace de manière à rester loin. Ils le sentent vulnérable et ils ont besoin de confiance pour pouvoir nous laisser s'approcher d'eux. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'attaque, en tout cas pour les orques en liberté, entre elles. C'est ce que vous dites aussi dans votre livre, elles se partagent la nourriture, elles sont solidaires. Est-ce que vous pensez que la civilisation humaine, ou en tout cas les humains, on aurait pas mal de choses à apprendre d'elles finalement? Nous aurions beaucoup de choses à apprendre de la civilisation des orques, notamment à travers cet aspect pacifique de leur sociologie. Je n'ai jamais vu d'orques agressifs de toutes mes années, d'agressivité entre deux groupes, à l'intérieur d'un même groupe. J'ai vu des mamans orques qui talochaient leurs bébés quand ils faisaient des bêtises, spécialement quand le groupe s'arrête pour dormir et les bébés ils n'ont pas sommeil, donc ils viennent niaquer un petit peu la maman qui à un moment donné elle met une taloche pour calmer tout le monde. Ça j'ai vu, mais j'ai jamais vu de véritable agressivité d'orques entre eux. De toutes les images que j'ai vues qui m'ont été données d'être observées comme ça sur YouTube, tout ça, il n'y a pas d'agressivité. Il y a quand même un cas d'infanticide qui a été rapporté par Jared Tower, justement, que j'ai cité tout à l'heure, qui a été rapporté sur un magazine, sur Scientific Report. C'est un infanticide, qui est un cas extrêmement troublant, comme ça, d'un orque mâle, adulte, qui a été tué un bébé. Et ce qui est extrêmement troublant, c'est que cette attaque a été préméditée et que la maman du tueur, donc la matriarche, est venue aider son fils à tuer le bébé en maintenant la maman donc, de la victime éloignée. Et là, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément parce que ça veut dire qu'ils ont fait plusieurs kilomètres pour retrouver cette maman et son bébé. De manière préméditée, ils se sont isolés de leur famille, donc c'est la maman et le mâle tueur
qui sont arrivés ensemble, et pendant que la matriarche éloignait la maman de la victime, le mâle s'est acharné sur le bébé jusqu'à ce qu'il le tue. Ça a été observé donc par Jared Tower. C'est quelque chose qui m'interpelle parce que ça définit un concept de préméditation et de communication préalable. Et là, ça fait c'est plus du tout la même chose en fait. C'est plus juste une rencontre aléatoire et quelque chose de pulsionnel, quelque chose de tu me plais pas, un son qui me plaît pas ou quelque chose que je veux faire qui me plaît pas ou de la rivalité. On va sur une autre dimension. Donc quelles sont les raisons? J'ai du mal encore avec les raisons. Ça a été rapproché par rapport aux ours ou aux loups qui sont aussi des prédateurs, aux lions qui de temps en temps tuent les cubs d'un rival pour pouvoir mettre enceinte la maman parce qu'elle peut être immédiatement enceinte. J'ai du mal avec cette version. Je ne l'élimine pas totalement, mais j'ai du mal avec cette version. Il y a peut-être une autre raison. Mais ce que je retiens, c'est la notion de communication entre la maman et leur tueur et la notion de préméditation. Et ça, c'est quelque chose qui fait rentrer dans une autre dimension quand on parle des orques. Là, on parle de maman encore et de leur bébé. Et donc, dans la société des orques, les mères restent avec leurs enfants très longtemps? Alors, c'est pas la mère qui reste avec ses enfants, ce sont les enfants qui restent avec leur mère. C'est bien ça. C'est que c'est une société qui est matriarcale, qui est construite autour de la maternité. Il n'y a pas de reproduction interne au groupe, il n'y a pas de consanguinité. Et en fait, les mâles quittent le groupe et vont rencontrer des femelles qui elles-mêmes ont quitté le groupe, qui sont dans notre groupe. Il y a donc ils se reproduisent. La maman qui a été mise, enceinte, retourne avec son groupe. Les mâles retournent avec leur mère. Et c'est fini, ils ne se retrouvent plus. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'un orque va vivre toute sa vie, qu'il soit mâle ou femelle, avec donc, sa famille maternelle. Donc, c'est la maman, la matriarche, avec ses fils, ses filles, ses petites-filles, ses petits-fils, etc. Autant de générations qu'il y a. Par contre, il ne vivra jamais avec son père. Donc, ils évitent la consanguinité comme ça, et ça se passe comme ça. En fait. Rencontre avec le frère des orques. Et donc c'était pour venir à ma question, ça doit être atroce d'enlever un bébé ou en tout cas un jeune à sa mère pour le mettre dans un parc. Déjà, c'est quelque chose qui ne vous plaît absolument pas, les parcs évidemment animaliers avec les orques comme Maryland ou SeaWorld. On ne peut pas imaginer la souffrance de ces animaux dans ces parcs. Ouais, essayez de voir si vous avez eu chez vous des chats ou des chiens qui ont une mise bas, rien que le fait d'aller prendre dans la main un bébé, un nouveau-né chat ou un nouveau chien, vous voyez la réaction de la mère tout de suite. Même sans être agressive, tout de suite la mère, elle s'inquiète, elle stresse un petit peu. Elle vient voir. Il faut du temps avant que la confiance s'installe. Si vous faites ça avec un animal sauvage, là vous faites agresser. Encore une fois, les liens intergénérationnels, et spécialement entre une maman et son nouveau-né, sont 1000 fois plus forts chez les orques. Et la séparation est beaucoup plus douloureuse. Ils n'ont pas l'habitude d'être séparés, quoi qu'il arrive. Si c'est la mort qui les sépare, la douleur est incommensurable. Et on voit bien les périodes de deuil des mamans orques qui ne mangent pas pendant plusieurs jours, 10 jours, 15 jours. Et c'est le temps qu'il faut pour faire ce deuil-là. Il faut imaginer qu'effectivement, en captivité, quand on sépare la mère de son bébé, c'est dévastateur. À travers de votre livre, vous en avez parlé, mais vous luttez aussi contre ces parcs? Alors, je suis un farouche opposant à la captivité des orques. Ils n'ont pas leur place dans des piscines en béton, surtout pas pour faire les clowns face à un public, sous couvert d'une pseudo-éducation qui n'en est pas une, puisque pour continuer à remplir les gradins, les parcs mettent en place une communication qui est de la propagande où ils sont obligés de dire des choses fausses. Donc à partir du moment où vous utilisez des choses fausses, c'est plus de l'éducation sur ce que sont véritablement les orques. S'ils disaient la vérité sur les orques sauvages, plus personne n'irait voir les orques dans les bassins. C'est quoi ces choses fausses? Ces choses fausses, c'est la sociologie, c'est dire que les orques sont bien, justifier en disant que le bien-être est assuré, c'est d'avoir un narratif qui va justifier la captivité en minimisant les effets négatifs et en maximisant les effets positifs. Effets positifs, il n'y en a pas. Dans la nature, les orques, d'abord, ils chassent. Et quand ils ont le ventre bien plein, pas avant, quand ils ont le ventre bien plein, ils se mettent à jouer, donc ils ont la phase sociale, et la captivité inverse ce processus naturel, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord faire jouer l'orque, ce qu'ils appellent le renforcement positif, et après seulement, ils vont lui donner à manger. Donc ça inverse totalement... Voilà, ça inverse le rythme. Donc le fait de rester dans un bassin qui fait 30 mètres de long, 11 mètres de profondeur, 20 mètres de large, c'est ridicule.
Nous, on sent bien que des fois, les orques ils ne viennent dans les fjords que pour manger, parce que s'il n'y avait pas la nourriture, ils seraient beaucoup mis en haute mer. Même un fjord qui fait plusieurs kilomètres de long, 200 mètres de large, on a le sentiment des fois que la première chose qu'ils font quand ils ont fini de manger, c'est partir du fjord. Et c'est pas les questions de bateau, hein. C'est juste que ils ont besoin de vagues, ils ont besoin d'être en haute mer, ils ont besoin de l'océan en fait. Donc une petite piscine de quelques mètres cubes, c'est cruel, c'est véritablement cruel, c'est de la maltraitance animale à l'état pur. On peut essayer de remettre des animaux en captivité comme ça dans la mer après ? Alors la France vient d'interdire, enfin il y a quelques années de ça, il y a 3 ans de ça, la détention et a interdit la reproduction des orques en captivité. Donc ça met un terme à la captivité. Mais si vous voulez, c'est une manière de mettre un terme à la captivité qui me semble pas très courageuse parce que ça laisse en captivité 2 orques, Wiki et Kaiju, qui sont toujours au Marineland, qui sont toujours soignés par leur équipe de soigneurs, mais maintenant on ne sait pas quoi en faire. Donc ils ne peuvent pas les garder ad vitam aeternam. Le parc ne va pas payer pour rien les équipes de soigneurs, donc ils sont en train de voir s'ils ne peuvent pas les vendre pour essayer d'en tirer un petit peu d'argent dans un centre captif au Japon, dans un Marineland au Japon, ou au Loro Parque à Tenerife, dans les îles Canaries. D'accord. Effectivement, je veux dire, ça pose des problèmes parce qu'on remplace une captivité par une autre captivité, et moi je serais toujours contre la captivité parce que pour les mêmes raisons, je veux dire, on déplace juste les orques captifs. Est-ce qu'on peut remettre ces orques-là dans la nature ? On ne peut pas ouvrir les filets et les lâcher comme ça. C'est une certitude. Par contre, on peut faire ce qui a été fait pour Keiko il y a quelques années, qui a subi un programme de réhabilitation qui a été une réussite. Keiko a réussi à vivre 5 ans alors qu'il était condamné à quelques jours, voire quelques semaines dans son parc marin au Mexique, dans des conditions de salubrité absolument déplorables. Il avait déjà 27-28 ans, un truc comme ça. Et donc il était condamné à quelques semaines près. De la Ocean Future a donc créé sa fondation, a racheté Keiko, et ils ont mis en place un programme de réhabilitation. Ils ont transféré Keiko en Islande dans un filet. Et ce programme nous montre qu'il est possible au moins de prolonger la vie dans d'excellentes conditions à cet orque-là. Est-ce qu'il va reprendre une place dans un groupe d'orques ? C'est pas écrit, on peut pas contrôler les groupes d'orques. Moi je pense que c'est un peu trop ambitieux. Par contre, Keiko a été capable de nager tout seul de l'Islande et s'installer en Norvège, donc il a traversé tout le Nord Atlantique, il était capable de s'alimenter tout seul, on lui filait plus de poissons, donc c'est un programme qui était réussi. Est-ce qu'on peut l'envisager avec les orques que l'on a aujourd'hui au Marineland ? Oui, à condition de faire la même chose en mieux, de comprendre ce qui a bien marché, de comprendre ce qui peut être amélioré, et de faire la même chose en mieux. Tous les orques qui sont en captivité ne sont pas dans un état sanitaire qui permet de les relâcher, on va être clair, certains le sont. Donc avec un programme de réhabilitation qui va inverser ce processus de domestication de l'orque que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir d'abord le faire jouer puis après lui donner à manger, le retour à l'état initial me semble même plus facile que le dressage. Contrairement à la propagande des parcs qui a tout intérêt à dire le contraire, il est évident pour moi qu'avec une bonne équipe, en choisissant bien l'endroit, attention, il faut bien choisir l'endroit, on va être clair, on ne peut pas installer un programme de réhabilitation en Méditerranée. On ne peut pas installer un sanctuaire le long de la côte française. Il n'y a pas d'endroit qui permette d'installer ça. Contrairement à ce qui a pu être dit ci et là, attention à ces pièges-là. J'invite fermement tous les organismes qui sont impliqués dans ces projets-là à se tourner vers les meilleurs experts. Il y a le Whale Sanctuary Project qui est à l'étude sous la direction de Charles Winnick, avec Laurie Marino, avec Ingrid Visser. Ce sont des gros noms, ce sont des gens qui connaissent. Attention aux aventures personnelles qui feraient que le remède est pire que le mal. Un sanctuaire doit être installé dans des mers froides, loin de la fréquentation humaine, dans des fjords qui sont fermés, dont on peut contrôler l'accès avec un filet facilement, qui permettent l'alimentation et qui permettent d'acheminer du poisson, parce qu'il va falloir donner beaucoup de poissons à ces animaux-là, enfermer plusieurs orques ensemble, et si possible avec des populations d'orques qui passent à proximité. J'ai identifié pour la Sea Shepherd, il y a quelques années de ça, 2 ou 3 endroits comme ça qui sont susceptibles dans le monde d'héberger des sanctuaires. Et ça serait où, par exemple ? Il y en a un en Norvège qui me semble évident. Alors après, il y a tout un tas de demandes administratives, d'obligations administratives qui sont très compliquées à obtenir, les études d'impact environnementaux, tout ça. C'est compliqué, administrativement, ça prend du temps, mais attention à ne pas se tromper. Il y en a un en Norvège, il y en a un en Alaska. Là, je vois que le Whale Sanctuary Project, ce sera en Nouvelle-Écosse, ce qui est pas mal. Encore une fois, ça doit répondre à un certain cahier des charges, certains critères, et attention aux aventures de transférer ça dans un filet dans la rade de Brest, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Franchement, c'est pas le bon endroit. Si on veut se faire plaisir pour avoir des orques à porter, pour aller les voir comme ça, c'est bien. Mais si on pense véritablement à ce qui est le mieux pour l'orque, il faut faire attention. Un transport du Marineland
sur une côte française, ça sera pas moins traumatisant que le transport de l'orque jusqu'en Islande, en Norvège. Le but étant celui-ci, c'est qu'après quelques semaines, quelques mois dans le sanctuaire, à se retourner un petit peu vers l'état initial, s'acclimater, après avoir suivi ce programme de réhabilitation, en fonction de la décision d'un comité qui sera fait d'experts comportementaux, de vétérinaires pour le côté sanitaire, de biologistes marins, une fois que tout le monde sera d'accord en échangeant, c'est de dire ok, on ouvre et on voit ce qui se passe. Ce que l'on offre à des orques qui ont été captifs et que l'on renvoie dans la nature, c'est pas la vie éternelle. L'orque, il est comme tous les êtres vivants, un jour il naît, un jour il va mourir. Et les orques, qu'ils soient dans les parcs ou qu'ils soient libérés, vont mourir. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut leur offrir après ces années d'enfermement dans une prison en béton? Est-ce qu'on veut continuer à les laisser dans une prison en béton? Est-ce qu'on veut continuer à les laisser dans un filet? Ou est-ce que, quelque part, on prend le risque, à condition que certains critères soient remplis, on ouvre le filet et on le laisse aller vaquer dans la nature? Je veux dire, ils sont nés avec une génétique, avec une position dans l'ordre social, et puis voilà, c'est découvrir les ivresses de la liberté. Liberté égale risque, mais je crois que ça vaut le coup d'être vécu. Donc là, on est à Mont-de-Marsan, bientôt vous êtes en Norvège. Vous avez hâte, là, d'y retourner? C'est à la fois très agréable d'être ici, d'avoir mes amis, ma famille, d'avoir ma vie landaise, mais c'est vrai que quand il fait des périodes de chaleur comme ça, il me tarde, la morsure du froid me manque un petit peu, et il me tarde de me retrouver avec mes orques de Norvège, ma famille. Au début, c'était difficile de passer de l'un à l'autre. Quand je revenais, j'étais un petit peu affecté, le retour était compliqué pour reconnecter. Maintenant, avec l'expérience, sans être blasé du tout, je peux dire que quand je reviens, je reboote beaucoup plus facilement les fils, et c'est plus facile à vivre qu'avant, où effectivement les retours étaient compliqués, mais ça me manque toujours, bien sûr. C'est un peu comme si vous alliez voir en Norvège votre deuxième famille? C'est ma deuxième famille, c'est mon deuxième pays. Rencontre avec le frère des orques.